montre un peu comment ça s'espère. Comme ça, on voit bien. C'est bon comme ça? Oui, oui, c'est voilà. Bon. Parfait. Donc, nous disions que les anomalies pluviométriques sont des écarts de précipitation par rapport aux moyennes à long terme et sont utiles pour identifier les périodes humides et les périodes sèches, qui peuvent être liées à des modèles influencés par le climat tels que les inondations, les débits de rivières et les productions agricoles. Et j'avais dit que la précipitation fait partie du cycle de l'eau et le cycle de l'eau est composé des précipitations, de l'évaporation, de la transpiration, la condensation, le ruissellement, l'infiltration et la circulation souterraine. Et donc, c'est dans ce contexte-là que se développent les activités agricoles. Et pour que la plante puisse se développer, elle a besoin de l'eau, mais également des conditions atmosphériques favorables dues au fait qu'un excès de chaleur peut favoriser un excès d'évapotranspiration ou d'évaporation ou de transpiration au niveau de la plante, mais également un excès d'eau ou un excès de précipitation, selon le cycle végétatif de la plante, peut engendrer une asphyxie au niveau des racines de la plante et entraîner la détérioration ou la croissance normale de la plante. Et c'est pourquoi ce régime pluviométrique, le suivi de ce régime pluviométrique est très important. Donc, dans ce cahier, nous allons calculer les anomalies de précipitation pour une zone d'intérêt sélectionnée qui se situe à Jos, à l'aide des données mensuelles sur les précipitations KIRPS, en utilisant l'anomalie standardisée X-M sur S, où X est la moyenne saisonnière, M est la moyenne à long terme et S est l'écart type à long terme. Dans ce notebook, nous allons définir le domaine d'intérêt et la période d'intérêt. C'est ce qui est fondamental, ou le type où, quelle zone agricole nous nous localisons et durant quelle période nous allons écouter ces standards. Nous allons charger les données de précipitation. Nous allons également calculer et tracer les anomalies de précipitation saisonnières par pixel et les anomalies standardisées. Enfin, nous allons calculer et tracer les anomalies pluviométriques et les anomalies standardisées en moyenne sur la zone d'intérêt. Donc, pour démarrer, à titre d'information, pour éviter les effets de l'Internet dans l'exécution du notebook, j'ai exécuté avant de commencer le notebook et donc vous allez constater que nous allons passer progressivement aux différentes cellules pour nous permettre de gagner du temps. Donc, dans le démarrage, nous allons exécuter toutes les cellules du bloc-notes en commençant par la cellule chargée les paquets. Donc, dans cette cellule, nous allons, comme d'habitude, c'est une routine que nous allons rappeler. Nous avons le pourcentage matplotlib que l'on va charger et nous allons importer le OS. Nous allons importer les datacubes qui sont le repositoire des données images. Nous allons importer les géopandas qui vont nous permettre de faire le traitement. Le matplotlib qui nous permettra de faire le tracé en fonction des périodes. Le matplotlib, le pyplot, le numpy, le panda, le x-ray, à partir de datacubes utilise géométrie en utilisant le CRS pour le système de référence de coordonnées. Le Digital Earth Africa Tools DASP pour créer le Local DASP Cluster. Le Digital Earth Africa Tools Plotting pour nous permettre de faire l'affichage des résultats. Et enfin, le Digital Earth Africa Tool sera utilisé pour faire la rasterisation de nos produits. Donc, nous allons configurer le cluster DASP qui peut être utilisé pour mieux gérer l'utilisation de la mémoire puisque les données ont un volume assez important et cela va nous permettre effectivement de faire les analyses en parallèle. Pour une production de l'utilisation de DASP, nous vous référons au lien associé à ce document. Donc, dans la cellule numéro 2 ici, donc, nous allons créer le local DASP qui a été exécuté et qui nous donne ici le nom du client. Le dashboard, c'est le user suma@afrigis.org.
nous allons maintenant définir les paramètres d'analyse. Dans la cellule qui va suivre, nous définissons les paramètres qui seront importants pour l'analyse. Tout d'abord, nous allons déterminer ou indiquer la latitude et la longitude en utilisant la latitude centrale et la longitude centrale. Nous allons définir un buffer qui nous permettra de déterminer l'étendue de la zone d'étude, qui est définie en degrés carrés. Nous allons définir la période, le time M, les précipitations mensuelles du titre qui sont disponibles à partir de 1981, utilisées comme période de référence. La moyenne à long terme des anomalies de précipitation qui sera calculée selon une période de 30 ans. Donc, la période qui sera considérée ici va s'étaler de 1984 à 2014. Le time X, c'est la période pour laquelle nous voulons calculer les anomalies. La résolution qui va correspondre à la résolution spatiale en mètres pour faire le rééchantillonnage des données satellites. Le output CRS qui va définir le système de référence des coordonnées. Le Dask Chunk qui nous permet de pouvoir gérer les mémoires. Et le output DIR qui est le répertoire dans lequel on va stocker les résultats des analyses. Donc, l'anomalie va être calculée comme suit. L'anomalie est égale à x moins m, où x est la moyenne saisonnière et m est la moyenne à long terme. L'anomalie standardisée est calculée selon la formule x moins m sur s, où x est la moyenne saisonnière, on reprend la formule encore, m est la moyenne à long terme et s est l'écart type. Donc, pour cette notion, l'écart type, on vous dit que c'est une statistique qui mesure la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne. Et donc, elle est calculée comme la racine carrée de la moyenne de la variance. Qu'est-ce que l'écart type nous donne comme information? L'écart type indique que les données observées présentent une grande variance autour de la moyenne. Cela indique que les données observées sont très dispersées. Un écart type faible ou bas indique que la plupart des données observées sont étroitement concentrées autour de la moyenne. Donc, c'est sur la base de cette définition de l'écart type que nous devons comprendre ce que nous sommes en train de calculer. Cela signifie donc que nous avons besoin d'une période de référence à long terme et d'une période d'intérêt. Et comme les éléments que nous allons calculer portent sur une période de 30 ans, donc cette notion d'écart type a sa valeur dans ce que nous sommes en train d'effectuer. Donc, si nous allons définir maintenant la zone d'intérêt, ici au niveau de la cellule numéro 3, où la latitude est égale ici à 9,772 406 et la longitude est égale à 8,947 996. On a défini un buffer de 1 et nous allons définir la plage des dates. On avait dit que le time M pour les précipitations vont varier de 1984 ici à 2014, ce qui fait une période de 30 ans. La période maintenant pour laquelle nous allons calculer les anomalies et les anomalies standardisées X vont se situer entre 2017 et 2020. Donc, TIRT qui a une résolution spatiale de 5 km par 5 km et nous allons utiliser ici le output CRS EPSG 6933. La taille du DASC sera égale à 500 sur 500 et nous avons créé ici un répertoire que nous avons appelé Result. Donc, quand nous exécutons, cela nous amène à la cellule numéro 4 où nous allons combiner la latitude centrale et la longitude centrale pour déterminer l'étendue de la zone d'étude. Et la formule de détermination de la latitude, de la distance de l'étendue au niveau latitude et de l'étendue au niveau longitude est donnée par latitude moins lat buffer et latitude plus lat buffer. Donc, ça nous donne par rapport au point central la distance à gauche et la distance à droite. Et par rapport à la latitude, c'est la distance par rapport au point supérieur et la distance par rapport au point inférieur. Nous allons nous connecter maintenant au DataCube pour pouvoir avoir accès aux données qui vont porter sur notre zone d'étude. Et donc, le DC ici qui correspond au DataCube est égal à datacube.datacube
en parenthèse, application égale rainfall anomaly, puisque c'est sur cette application-là que nous allons travailler, le rainfall anomaly ou l'anomalie pluviométrique. Nous allons maintenant afficher l'emplacement sélectionné. Par rapport à cet emplacement, l'emplacement dépend de ce que nous avons défini ici comme le lat range et le long range. Je vais ajuster mon écran et utiliser le signe plus ici pour indiquer ma zone d'étude. Okay. Et donc, nous sommes dans ce secteur-là où nous allons exécuter notre travail. Nous allons charger les données de précipitation. Donc, ici, le DC List Product qui va contenir les éléments du type. Et le TIPS, par exemple, ici, on a les éléments journaliers, les enregistrements journaliers et les enregistrements mensuels. Nous allons charger les données de climatologie à long terme et à l'aide des paramètres d'analyse ci-dessus, nous allons charger les précipitations selon la période de référence de 30 ans. Nous allons définir ici la requête qui correspond à query est égal à en latitude le Y et en longitude le X range, le long range. Time correspond à la période des précipitations, le output CRS par rapport au référentiel du système de coordonnées, la résolution et le DAStion pour les mémoires. Nous allons charger les données types à partir du data type pour la période de référence de 30 ans. Donc, le DSRFM est égal à DC Load Product Rainfall Types Monthly et en se référant à la requête que nous avons définie au-dessus. Et nous allons convertir les valeurs manquantes en NaN. Donc, DSRFM est égal à DSRFM, where DSRFM n'étant pas défini en une valeur de moins 9999. Chargement des données pour la période d'anomalie. Les périodes d'analyse qui seront chargées vont être calculées. Le DSRFX qui correspond est égal à DC Load en charge le produit Rainfall Types Monthly, like DRFM Geobox Time qui correspond à la période 2017-2020 et le Data Chunk, le Dask Chunk pour permettre la gestion de la mémoire. Nous allons convertir aussi les valeurs manquantes en NaN. Dans la cellule 10, nous avons le rééchantillonnage ne fait rien à nos données puisque les données sont mensuelles. Cela nous donne juste un ensemble uniforme de dates. Donc, nous allons uniformiser les dates en disant que DSFX est égal à DSRFX resample selon une période mensuelle et en utilisant la moyenne. Nous obtenons en 11 les précipitations totales pour chaque mois pour la période d'anomalie en moyenne sur la zone d'intérêt. Et nous obtenons également la moyenne spatiale pour chaque part de temps dans le jeu de données. Donc, cela est obtenu par le script average total rainfall est égal à DSRF X min en prenant le X et le Y en latitude et en longitude. Et le average total rainfall qui est égal au average total rainfall calculé. Cet élément va être converti en un ensemble de données. Average total rainfall DF est égal à average total rainfall to data frame pour qu'on puisse représenter ces résultats. Et nous allons renommer la colonne rainfall, la colonne précipitation, average total rainfall, rename colonne rainfall est égal à total rainfall, c'est-à-dire la précipitation totale. Donc, c'est ce que nous avons obtenu ici au niveau du 11, quand nous avons exécuté cette cellule 11. Donc, total rainfall ici en millimètres, la période de 2017, et nous avons les précipitations durant ces périodes. Au 31 janvier 2017, nous avions 0,987 089, et au 31 mai 2017, nous avions 116 467 392. Nous allons maintenant représenter les précipitations au fil du temps pour la période d'anomalie. Et
Cela va être défini par fig AX est égal à plot, subplot figure size 21.6 et AX plot average total rainfall en utilisant l'index et average total rainfall DF en prenant la précipitation totale, total rainfall en millimètres, que nous allons intituler Ladder total rainfall millimètres. Donc ça, c'est la précipitation totale en millimètres. AX set Y label en mettant pour la représentation en Y, monthly rainfall total, donc les précipitations totales mensuelles en millimètres, et nous allons indiquer comme titre du graphe monthly total rainfall from time x0 to time x1. Donc la période de départ et la période finale. Donc ce sera 2017 jusqu'en 2020. Donc c'est ce que nous avons ici comme représentation graphique, où le titre ici a été indiqué monthly total rainfall from time x to time x1. Ici, monthly total rainfall from 2017 to 2020. Donc, précipitation mensuelle, précipitation totale mensuelle de 2017 à 2020. Donc, nous constatons ici, par rapport à ce diagramme, nous avons une lecture, nous pouvons faire une lecture de la précipitation durant l'année 2017, 2018, 2019 et 2020. Donc, nous constatons que cette précipitation, pratiquement, elle est presque nulle vers le début de l'année et commence à s'installer vers le mois de mars-avril pour atteindre son maximum vers le mois de juillet-août. Elle commence à décroître à partir du mois de septembre, août-septembre, pour redevenir nulle vers le mois de janvier, où les précipitations sont terminées. Donc, par rapport à ces périodes où nous avons le maximum et les minima, nous pouvons également avoir une idée de la phénologie ou du comportement végétatif des plantes ou des cultures. Puisque si la précipitation se déroule normalement dans le temps et dans l'espace, la plante reçoit la quantité d'eau nécessaire à son développement et permet la production agricole suffisante et dans les délais du calendrier agricole de la région considérée. Mais par contre, s'il y a des irrégularités, comme par exemple ici ou à ce niveau-là, et dans une moindre mesure vers 2020, nous constatons que nous avions eu une petite interruption au niveau de la précipitation durant son étalement dans le temps, où ceci pourrait perturber la croissance de certaines plantes si le volume d'eau nécessaire à leur croissance n'est pas atteint durant le calendrier végétatif. Heureusement, cela n'a pas beaucoup duré et donc, selon les régions où nous avons un régime pluviométrique monomodal ou un régime pluviométrique bimodal, cela veut dire que nous avons 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Cette cassure, peut-être, dans notre zone d'étude, pourrait correspondre à la petite saison sèche qui se développe durant la période hivernale. Et la reprise va se faire en conséquence pour atteindre son maximum vers le mois de juillet, août ou septembre. Par contre, en 2017, cette rupture s'est fait moins sentir par rapport à 2018 et à 2019. Et donc, ce sont ces éléments-là que ceux qui sont chargés du suivi des cultures et de l'activité agricole doivent prendre en compte en suivant de façon mensuelle les données fournies par CHIPS mensuellement, ce qui leur permet de pouvoir faire une évaluation assez précoce du comportement pluviométrique et voir si les précipitations sont dans les délais et respectent le calendrier agricole. À défaut, maintenant, ils peuvent commencer à
prendre les mesures nécessaires pour une alerte précoce et prendre les dispositions utiles et nécessaires. Nous allons calculer la climatologie. Ce que nous avons constaté ici au niveau du régime des anomalies pluviométriques, ce sont des périodes qui sont déjà dépassées. Donc, nous voulons saisir à la fois la moyenne mensuelle, c'est-à-dire chaque mois en moyenne sur une période de 30 ans, et l'écart type mensuel de précipitations dans le polygone du pays pour chaque année de 1981 à 2011. Donc, la moyenne mensuelle ici, nous allons calculer climatologie mean, c'est-à-dire la moyenne climatologique, qui est égale à DSRF-M, que l'on va grouper par une période mensuelle en utilisant la moyenne de la période, que l'on va calculer. Et nous allons faire un calcul de la déviation standard, c'est-à-dire l'écart type, en faisant standard deviation de climatologie, DSRFM, en le groupant par mois, en utilisant la période concernée. Nous exécutons cette cellule et nous allons pouvoir maintenant représenter cette cellule sous forme de données images. Donc, climatologie mean, ici la moyenne climatologique, que l'on va représenter en utilisant le CMAP Viridis et en utilisant les mois mensuellement. Et nous avons défini ici la dimension des éléments. Ce que nous obtenons ici, après avoir exécuté la cellule 14, nous avons les 12 mois qui sont représentés. Les 12 mois ici sont représentés. Le mois 1 qui correspond au mois de janvier et le mois 12 qui correspond au mois de décembre. Et sur la base de notre légende ici, nous pouvons constater que quand c'est beaucoup plus sombre, nous sommes en période sèche, puisque les précipitations sont minimales ou faibles ou nulles. Et quand nous sommes dans la période jaune, nous sommes en période humide. Donc, le régime pluviométrique est aux alentours de 400. Donc, c'est ce que nous avons constaté ici. Donc, pour les mois de janvier, février et mars, nous constatons que nous sommes durant la période sèche. Au mois d'avril, nous constatons qu'il y a un début de précipitation, une certaine forme d'humidité qui nous ramène vers les 100 ici. Et au mois de mai, la précipitation ou les précipitations sont installées dans la zone d'étude. Au mois de juin, c'est l'installation de la saison des pluies. Mois de juillet, mois d'août qui atteint son maximum du point de vue pluviométrique. Et à partir du mois d'août-septembre, cette précipitation décroît, ce qui entraîne une diminution des valeurs qui apparaissent en jaune ou en vert. Et à partir du mois d'octobre, c'est la fin de la saison des pluies où certaines parties de la zone d'étude ne reçoivent plus suffisamment d'eau. Et au mois de novembre et décembre, nous sommes dans la période sèche où les précipitations se sont instantées ou se sont totalement réduites. Donc ça, c'est l'analyse ou l'explication que l'on peut donner sur le régime mensuel au niveau de la zone d'étude. Nous allons maintenant calculer les anomalies standardisées où nous pouvons visualiser les anomalies spatialement et voir si elles sont associées à certaines caractéristiques du paysage. Standard anomalie, en utilisant le apply U function, lambda xms x est moins m est égal divisé par s, ce qui nous donne la formule de l'anomalie standardisée. En utilisant le DSRFX, group by par mois, la période mensuelle, mean climatology et la standard deviation climatology. Et l'output sera DSRF, rainfall d-type. Le DASC est autorisé. On exécute et nous allons représenter les anomalies moyennes de précipitation en utilisant spatial mean anom, standard anomaly, rainfall mean x et y, x et y, to data frame. Et nous allons représenter en utilisant la référence spatiale les mois selon un axe. Nous allons renommer la colonne pluviométrie en l'appelant rainfall, standard rainfall anomaly.
Donc, anomalie de précipitation standardisée. Nous allons représenter graphiquement ces anomalies par rapport à la normale considérée en utilisant Fig AXplot pour faire la représentation. Spatial Mean Anomaly, qui sera appelée Standardized Rainfall Anomaly. Nous allons les aligner et l'appellation va être anomalie standardisée selon la période 2017-2020. Monthly, le titre ici sera Monthly Standardized Rainfall Anomaly from time x0, c'est-à-dire la période de départ jusqu'à la période finale. Et en dessous, sur la colonne de Y, nous allons avoir la déviation standard à partir de la moyenne mensuelle. Donc, le titre ici, anomalie standardisée de la précipitation mensuelle de 2017 à 2020. Le 0 correspond à la normale. Et donc, nous allons avoir les périodes humides et les périodes sèches. Donc, ce qui apparaît en bleu dans notre représentation graphique ici correspond aux périodes humides de précipitation. Et là, nous avons des précipitations qui sont inférieures à cette normale que nous avons ici par rapport à la déviation standard ou à l'écart type à partir de la moyenne mensuelle. Donc, nous constatons qu'en 2017, de janvier pratiquement jusqu'au mois de juin, avril, mai, juin, les précipitations étaient inférieures à la normale, donc ce qui nous donne des valeurs négatives ici. Et en juillet, les précipitations étaient supérieures à la normale. Et à ce niveau-là, à partir de juillet-août, nous avons un excès et c'est ce qui est représenté au fur et à mesure que nous passons de 2017 à 2018. Nous avons des périodes humides et nous avons également des périodes sèches. Nous allons représenter par pixels les anomalies des précipitations. Les anomalies mensuelles sur l'ensemble de la zone d'intérêt masquent les détails de la répartition spatiale des anomalies de précipitation dans le pays. Et donc, nous allons choisir ici un intervalle de temps à représenter. Nous allons commencer notre période d'intérêt en 2017 juillet et nous allons terminer notre période d'intérêt en 2020 juin. Donc, nous allons représenter ces anomalies par pixels pour voir à partir de nos images comment cette précipitation ou comment cela se représente sur le terrain. Standard Anomaly Rainfall Select Time Slice Start and End à représenter en utilisant le CMAP RDB, BU, c'est-à-dire le rouge et le bleu, Label False et Column Time, c'est-à-dire la période, RAP 6 et Robust 3. Donc, la première période ici correspond au mois de juillet, le 31 juillet 2019, où nous constatons ici au mois de juillet, ce qui est bleu correspond dans notre région ici que nous sommes en période humide. Donc, l'intensité du bleu montre également le volume ou l'intensité d'humidité au niveau du sol. La réflectance, on parlait pixels. Donc, dans la partie centrale ici, nous avons une intensité de bleu suffisamment forte et aux alentours, nous avons moins de bleu. Ce qui indique que cette zone, durant cette période, était suffisamment humide par rapport à la partie supérieure droite. Par contre, au mois de juillet, le 31 août 2019, nous constatons une diminution de la pluviométrie. Par contre, dans la partie supérieure droite, on est toujours humide. Au mois de septembre, donc qui correspond pratiquement vers la fin de la saison, nous avons une période totalement sombre où les rouges où les précipitations tendent vers les valeurs négatives. Par contre, nous avons ici un phénomène un peu irrégulier ou extraordinaire, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre 2019, nous avons une forte humidité, une forte valeur humide, due certainement à une incursion de précipitation dans la zone d'étude. Et cet élément diminue vers le mois de novembre. Et en décembre également, nous avons cette petite incursion
qui généralement sont liées à des pénétrations de masse d'air dans la zone d'étude. Au 31 janvier 2020, la zone est encore sèche. Le 29 février 2020, nous avons une période sèche ici. Ça également, on est en période sèche. Au mois d'avril, la période est sèche. Au mois de mai, la période est sèche. Et au mois de juin ici, on est vers le début de la précipitation où nous avons des éléments qui sont. Mais par contre, la période mai-juin, dans cette période-là, est beaucoup plus sèche que la normale habituelle. Donc, enfin, nous allons sauvegarder les résultats que nous avons obtenus par rapport aux anomalies de précipitation en CSV, ce qui nous permet de les retrouver sous forme de table, où nous avons la précipitation totale des anomalies de précipitation standardisées entre 2017 et 2020. Merci pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour vos questions et remarques. Merci bien, Joseph.